Vendredi 23 février, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous dans cette édition d'information que nous commençons avec cette cérémonie officielle du lancement du point d'échange Internet au Mali. C'était ce jeudi 22 février au siège de l'AMRTP de Bamako, présidé par le ministre de l'économie numérique et de la communication, en présence de plusieurs acteurs de la communication, Sadio Sidibé et Fousseni Keïta. Le Mali, à l'instar des autres pays de la sous-région, a lancé officiellement son projet du point d'échange Internet à travers le ministère de l'économie numérique et de la communication. Ce projet a démarré avec l'adoption par le gouvernement du décret portant création, organisation et modalités de fonctionnement du comité de pilotage chargé de superviser l'ensemble du processus. Le ministre, quant à lui, remercie l'Union africaine pour sa contribution à la création de cette infrastructure. Depuis 4 mois, le gouvernement a adopté le décret portant création, fonctionnement des modalités de mise en place du comité de pilotage qui était chargé de la supervision de tout le processus de mise en place de ce point d'échange EXP. L'occasion est opportune pour adresser mes remerciements aux plus hautes autorités qui nous ont accompagnés durant tout ce processus pour que enfin ce jour soit. On peut dire aujourd'hui enfin que le Mali a son point d'échange Internet EXP. Je souhaiterais aussi adresser mes remerciements à l'équipe de l'Union africaine qui, après plusieurs missions de supervision au Mali ici, nous a aidés, nous a accompagnés à finaliser ce processus. Ce projet réunira l'ensemble des opérateurs et fournisseurs de services Internet du Mali et permettra de réduire les coûts des transactions. L'objectif de ce point d'échange Internet est de faire en sorte que le trafic soit local, il soit géré de manière à ce qu'aujourd'hui, quand nous échangeons des messages, ces messages ne transitent plus par l'étranger pour être redirigés vers le Mali. Pour m'expliquer de façon plus simple, lorsqu'un abonné d'un opérateur A aujourd'hui envoie un message à un abonné d'un opérateur B, le message partait d'abord à l'étranger avant d'être redirigé au Mali. À partir de ce soir, de cet après-midi, nous pouvons dire que nous avons trouvé la solution à ce problème. Et pour remédier à cela, nous pouvons dire que ce projet est gage de souveraineté numérique pour le bien-être de nos consommateurs et le développement des contenus sécurisés pour notre pays. Selon le ministre de la Communication, cette infrastructure va contribuer au développement de nouveaux services à valeur ajoutée et la création d'emplois dans notre pays. Je dirais ensuite que dans un futur proche, ce projet contribuera indéniablement à créer des services à valeur ajoutée et créer en même temps des emplois pour notre pays. Nous sommes tous honorés. Dans les jours à venir, le consommateur saura effectivement une baisse du coût, une sécurité des transactions, la réduction du temps de latence et en plus, on dira que nous, aujourd'hui en Afrique, nous avons nos points d'échange locaux, même sous-régionaux. Le ministre s'est dit satisfait pour la concrétisation de ce projet et rassure de l'accompagnement constant de son département. Le directeur général adjoint de l'énergie du Mali, M. Ladio Sogoba, a animé une conférence de presse ce vendredi dans les locaux de sa structure. Objectif était de solliciter l'accompagnement des hommes des médias dans la sensibilisation de la population dans l'effort économique d'énergie. Amadou Diallo et Fousseni Keïta. La société EDM SA travaille sans relâche pour donner de l'électricité en continu aux populations. C'est la principale déclaration faite par le conférencier. Pour réussir ce challenge, la société a entrepris un certain nombre d'actions à certains niveaux. Vous êtes des hommes de presse, vous communiquez, vous êtes en contact avec tout le monde. Ce qu'on va demander à la population, c'est un effort d'économie d'énergie. Effectivement, ceux qui sont dans les maisons, les ventilos allumés, qui ne sont pas là-bas,
Ils sont dans les salons, ils éteignent. Tout de suite, la charge baisse. Et ces kilowattheures que vous économisez là, on les donne à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas dans votre chambre, vous laissez les clims allumés, c'est une consommation perdue. C'est vrai, vous allez dire, mais c'est moi qui paye. Mais quand on est en pénurie, il faut partager avec les autres. C'est ce que nous demandons à la population. C'est pourquoi on vous a appelé, pour que vous communiquiez, vous nous aidez à sensibiliser la population, à communiquer avec la population. Même si je paye mon électricité, nous n'en avons pas suffisamment. Si tout le monde dit, moi je paye mon électricité, je m'en fous, on va couper. Parce qu'on n'en aura pas suffisamment pour tout le monde. Il dira aussi que l'EDM SA est en train de tout mettre en œuvre avec l'accompagnement des plus hautes autorités du pays pour faire face à la situation en assurant la continuité de la fourniture d'électricité aux usagers durant cette période de grande chaleur. L'année 2018 est une année spéciale parce que nous avons le mois de carême qui va commencer vers mi-mai, au moment où les gens ont le plus besoin d'électricité. Aussitôt que le mois de carême finit, après Ramadan, on rentre dans la Coupe du Monde. Vous êtes tous des fans du football. Après ça, ce sont les élections présidentielles. Donc, c'est la période la plus difficile que nous traversons. Et la période de pointe, c'est de mars jusqu'en juillet. Donc, il faut prendre des dispositions pour limiter les désagréments au niveau de la population. Et les mesures envisagées, c'est que nous avons approché les industriels et les patronats nationaux maliens pour demander aux industriels de s'effacer pendant les périodes de pointe, c'est-à-dire les périodes de forte demande, de 18h jusqu'à 2h du matin, tous les jours du 1er mars jusqu'au 31 juillet, pour que nous puissions donner de l'électricité aux populations sans coupure. Sinon, on sera obligé de couper et les industriels et les populations si les gens tiennent. Parce que nous avons un manque qu'on n'arrive pas à combler. Donc pour combler cela, il faut que certains consommateurs s'effacent. Toutes ces actions de communication ont pour but d'informer et de sensibiliser sur les économies d'énergie à tous les niveaux afin d'assurer une alimentation correcte de la clientèle domestique. La filière bétail du Mali était face à la presse pour tirer la sonnette d'alarme sur une situation poreuse qui oppose les éleveurs et les usines de l'huilerie du Mali qui refusent de les ravitailler en aliments bétail. C'était ce jeudi 22 février dans la salle de conférence de l'APECAM, suivant ce reportage. Cette conférence de presse, initiée par les responsables de la filière bétail du Mali, consiste à alerter l'opinion nationale et internationale sur la situation désastreuse qui traverse la filière en termes de la rareté de l'aliment bétail. Le Mali est un pays à vocation agro-pastorale. Et qui dit agro-pastoral parle d'abord du cheptel qui est la troisième source de revenus du pays. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement en train de constater que la couverture végétale commence à faire défaut. Le pastoralisme est en danger puisque certains pays limitrophes, comme la Guinée-Conakry, où nos animaux partaient en transhumance, viennent récemment de nous fermer leurs frontières. C'est dans ce contexte difficile que le gouvernement du Mali a décidé de subventionner l'aliment bétail. Nous apprécions ce geste à sa juste valeur et remercions très sincèrement le gouvernement pour ce geste pour cet acte hautement patriotique. Cependant, nous sommes confrontés à un paradoxe vis-à-vis de la Fédération nationale des huiliers du Mali, qui utilise une graine de coton cultivée par des agriculteurs maliens, graine issue d'une culture de coton subventionnée par l'État malien. Le tourteau de coton, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne profite pas au cheptel malien. Nous, les éleveurs du Mali, nous ne comprenons pas le refus des huiliers du Mali, dans un premier temps, de participer à la subvention de l'État malien sur l'aliment bétail. Nous sommes étonnés de constater qu'avec plus de 76 usines d'égrainage d'aliments bétail au Mali, et après le lobbying de ces dernières fait auprès de l'APECAM ici, en vue d'accéder à la liste des fournisseurs qui refusent aujourd'hui, parce que la situation est particulièrement difficile,
de jouer leur rôle. Les dirigeants de la FENALEH ici présents n'ont même pas été reçus par l'usine Grand Fax lorsqu'ils sont passés pour tenter d'acheter de l'aliment bétail. Pourtant, nous remarquons les fils chargés de tourteaux de camions en direction de la Mauritanie et d'autres pays limitrophes. En d'autres périodes, dans notre milieu, cela aurait pu être acceptable. Mais en cette période d'extrême urgence au Mali, où les pluies ont été rares, le manque d'espace de transhumance, les animaux se meurent. Nous considérons que la graine de coton produite au Mali devrait d'abord profiter aux cheptels maliens. Nous pensons que l'État doit examiner cette situation de près et prendre les dispositions adéquates en vue d'empêcher cette sortie massive de notre aliment bétail. C'est une question de survie nationale. Encore une fois, nous invitons les huiliers du Mali à reconsidérer leur position et à revenir à la table de négociation. Nous ne menaçons personne, mais nul ne peut avoir accès à la graine du coton malien si l'État malien et les agriculteurs maliens ne concèdent pas d'énormes sacrifices pour sa culture. En résumé, le but de cette conférence de presse était de tirer la sonnette d'alarme sur la situation qui prévaut au sein de cette corporation vitale pour l'économie de notre pays. La maison des aînés de Bamako a abrité ce matin la conférence de la 25e Assemblée générale de l'Association des médecins de campagne du Mali. Les travaux ont réuni les membres de l'association, les acteurs du secteur de la santé et les partenaires techniques et financiers Al-Hamidou Badini et Mohamed Traoré. La problématique de la fidélisation des ressources humaines qualifiées en milieu rural au Mali, tel est le thème de cette 25e Assemblée générale de la conférence de l'Association des médecins de campagne du Mali. Créée depuis 1993, cette association s'assigne comme mission principale la fourniture de soins de qualité à moindre coût dans les campagnes. Les médecins de campagne, pour les définir, c'est des praticiens qui sont inscrits à l'ordre des médecins qui disposent d'un agrément, qui vivent et exercent de façon permanente leur activité dans le milieu rural. Ils font les activités préventives, curatives et promotionnelles en centre fixe et en stratégie avancée dans un esprit de service public. Donc nous l'avons créé pour pouvoir avoir une cohésion entre les praticiens et aussi pour résoudre les problèmes de santé du monde rural. On a 70% des Maliens qui sont dans le milieu rural qui ont besoin d'une bonne santé, qui ont droit à la santé c'est un droit. Donc il faut qu'il y ait des gens qui aillent les traiter. Et nous avons remarqué que ces gens ne bénéficient pas de la présence de personnel qualifié dans le milieu rural. Et nous avons pris le taureau par les cornes pour aller s'installer dans le milieu rural. Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a félicité les résultats du parcours de l'association et invité les participants à un dialogue ouvert afin d'aboutir à un résultat constructif. Il les a de même rassurés de l'engagement du gouvernement à accompagner toutes les entités qui œuvrent pour la santé de nos populations. Comme vous le savez, en matière de santé, ce n'est pas que nous, services publics, seulement qui pourront couvrir les besoins de la population. Nous avons besoin aussi de travailler avec le secteur privé, d'autres entités communautaires et entre autres, afin vraiment de pouvoir délivrer des prestations de façon optimale aux populations. Donc ces types d'associations sont extrêmement importants. Ils travaillent avec nous, d'ailleurs ils ont évolué vers une alliance pour la promotion du secteur privé dans le secteur de la santé avec lequel il y a d'autres entités qui sont parties prenantes. Donc aujourd'hui, on se réjouit de la vitalité, en tout cas de ces organisations, avec qui nous travaillons de plus en plus pour améliorer la couverture sanitaire de nos populations. Pour cette 25e Assemblée générale, les travaux portent sur la présentation et l'adoption des statuts et règlements intérieurs, la présentation du bilan moral et financier de l'association et la mise en place d'un nouveau bureau pour un mandat de 5 ans. Actualité hors de nos frontières, élection présidentielle 2018 en Égypte. Le scrutin doit se dérouler du 26 au 28 mars pour le premier tour, puis du 24 au 26 avril pour le second tour. Suivant ces commentaires signés Moussa Fomba. Le vote semble joué d'avance puisque le président sortant Abdel Fattah al-Sisi, candidat à sa propre succession, n'a qu'un seul adversaire.
Moussa Mustafa Moussa, jugé peu crédible. En effet, le chef du parti libéral Al-Ghad s'est présenté au dernier moment à l'élection présidentielle alors qu'il a toujours soutenu la candidature du président Sisi. Il jouera donc les figurants. Ces dernières semaines, plusieurs prétendants sérieux ont été écartés ou ont jeté l'éponge. D'autres candidats comme l'ancien député Mohamed Anwar El-Sedat, neveu de l'ancien président, ou l'avocat défenseur des droits de l'homme Khaled Ali ont renoncé à se présenter, dénonçant des pressions insoutenables. Les appels au boycott se sont multipliés. Abdel Fattah al-Sisi, ancien chef de l'armée, devenu président en 2013 après avoir chassé l'islamiste Mohamed Morsi du pouvoir, a non seulement réprimé les frères musulmans, mais il a aussi laminé toute forme d'opposition libérale en ordonnant nombre d'arrestations. Sur le plan économique, le président Sisi a lancé des réformes drastiques en 2016 pour redresser le pays en crise, des réformes jugées nécessaires par nombre d'experts. Mais la dévaluation de la monnaie et la réduction des subventions d'État sur les carburants notamment ont entraîné une paupérisation de la population. L'inflation est donc galopante. Avant de refermer cette édition d'information, suivons à présent le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale en bref et en images, une compilation signée Sadio Sidibé. Les préliminaires du dialogue inter-togolais reprennent ce vendredi 23 février dans l'après-midi à Lomé après une suspension au soir de la première journée des discussions. Les travaux reprendront là où ils ont été laissés lundi dernier. Depuis l'ouverture des discussions, 41 personnes ont pu bénéficier de la grâce présidentielle et recouvrer leur liberté. D'autres mesures, selon la coalition de l'opposition, sont encore en suspense. Les partis évalueront les premières mesures d'apaisement et de confiance avant de rentrer dans les vifs du sujet et d'aborder les questions des fonds comme, entre autres, les retours à la version originelle de la Constitution de 1992, les implications de cette Constitution, les réformes électorales, etc. Les 4 chefs d'État membres du groupe de travail sur la monnaie unique de la CEDEAO ont adopté le 21 février à Accra une nouvelle feuille de route afin d'accélérer la mise en œuvre de cette monnaie. La date de lancement est fixée à 2020, le principe étant que les pays qui sont prêts pourront démarrer en attendant d'être rejoints par les autres. Dès cette année, un institut monnaie commun à l'espace CEDEAO devrait voir le jour. Mais au-delà de cette volonté affichée, il reste beaucoup de questions à résoudre. Après des décennies d'immobilisme, les dirigeants ouest-africains font preuve d'un étonnement volontarisme qui cadre avec leur temps sur l'avenir du franc CFA. Les Nigérians soulignent en outre que la zone franc devrait commencer par couper les liens avec le trésor français et au moins indiquer les échéances de désengagement. Face aux volontaristes, les Nigérians se veulent réalistes. Un final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. Excellente fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir.